chaque semaine, j'ai mon objectif. Ok, il faut que j'arrive à faire tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai acquis par le sport de haut niveau. Ça m'a aussi aidé à prendre confiance en moi et à me rendre compte que c'est pas parce que parfois je me sens faible ou que j'ai l'impression que les autres me voient faible que je le suis. Et ça, c'était vraiment une très grande leçon de vie pour moi. Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous. On parle souvent de choses en rapport avec le développement de notre mental dans Aux frontières du possible, comme par exemple comment booster sa mémoire, vaincre ses peurs, apprendre des langues, etc. Pour la première fois, on va parler de sport. Comme je dis souvent, tout est lié. On peut pas avoir un bon mental si on prend pas soin de son corps et vice versa. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Alice Main. Alice Main est experte en performance sportive de haut niveau, coach et dans l'équipe de France d'aviron. Dans cet épisode, on parle de son parcours, du poids du mental sur la performance sportive, de féminité et musculation, de l'importance de l'alimentation, de sa participation dans l'émission de télé-réalité Game of Love diffusée sur Énergie 12. Alice nous donne même quelques conseils pour booster nos performances sportives et physiques. Alors sans plus attendre, bienvenue à Alice Main. Pour vous, mémoriser de nouvelles choses est signe de torture et d'angoisse ? Dès que vous souhaitez retenir une nouvelle information malgré vos efforts répétés, il suffit de quelques minutes, voire pire quelques secondes, et hop, vous avez tout oublié. À cause de ça, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous pensez être incapable d'acquérir une nouvelle compétence, d'apprendre une langue étrangère, de vous réorienter professionnellement, suivre une formation, ou tout simplement d'obtenir vos diplômes. En bref, vous pensez avoir une mauvaise mémoire. Ne vous inquiétez pas, à tout problème, sa solution. Et vous savez quoi ? J'ai la solution. Vous n'avez pas une mauvaise mémoire. Vous n'utilisez tout simplement pas les bonnes techniques. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma nouvelle formation de plus 40 minutes où je vous dévoile la recette d'une super mémoire, ingrédient par ingrédient. En la suivant, vous serez capable de booster considérablement votre pouvoir de mémorisation. Vous savez quand il aurait fallu commencer à booster sa mémoire ? Non ? 10 ans en arrière. Vous savez quand c'est le deuxième meilleur moment pour booster sa mémoire ? Non ? Eh ben c'est maintenant. Alors inscrivez-vous gratuitement à ma formation Une super mémoire, soit en allant sur le site www.superapprenant.com, soit en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Ne vous gâchez plus la vie à cause d'une mauvaise mémoire, il est temps de prendre enfin le dessus, dès maintenant. Bonjour et merci de m'accueillir sur ce podcast. Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Alice Main, j'ai 26 ans. Je fais du sport de haut niveau depuis 8 ans, donc dans l'aviron. Donc je suis en équipe de France d'aviron, je fais les championnats du monde tous les ans, les championnats d'Europe et des coupes du monde, voilà. Je suis également, parce que à l'aviron en France, on n'est pas professionnel, c'est un sport amateur, donc je suis également étudiante. J'ai une licence TAPS en entraînement sportif, j'ai un master qui était plus orienté recherche en physiologie et biomécanique que je fais à l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport, qui est à Vincennes, à côté de Paris, et c'est là où je m'entraîne tous les jours. Donc maintenant, j'ai repris une formation aussi pour devenir coach sportif, et je suis également en train de lancer ma boîte justement de coaching. D'accord, super. Et comment tu es arrivé un peu dans ce domaine du sport justement et de l'aviron plus particulièrement ? Alors du sport en général, en fait, j'ai été baignée dedans depuis toute petite parce que ma maman faisait de la danse et c'est mon père en fait qui faisait de l'aviron. Donc, j'ai grandi à Tokyo, au Japon et en Australie pendant 6 ans. Donc, en Australie, dans le système scolaire, le sport est vraiment très intégré. Donc, c'est un peu par là que c'était un peu ça ma porte d'entrée, parce que tout le monde doit participer aux compétitions sportives, ça ramène des points à son école, etc. Et donc, j'ai fait très tôt de la natation, de l'athlétisme, de la danse. Et l'aviron, pourtant, qui est un sport très populaire en Australie, j'ai commencé seulement à rentrer en France. Donc, je suis rentrée à l'âge de 10 ans. J'ai dû commencer à 14 ans, c'est ça, l'aviron. Et je faisais encore de la danse en même temps, et j'ai commencé parce que mon père, il avait repris l'aviron en arrivant en France, après des longues années d'arrêt, parce qu'on habite à côté de la Marne, donc c'est très joli et très propice justement l'aviron. Et j'ai repris parce que, en accompagnement mon père au club, l'entraîneur qui me voyait grande et assez costaud,
Il m'a dit, ah, bah, tiens, toi, tu veux pas venir essayer l'aviron? Et il recrutait. Et moi, je dis, ah non, non, moi, je fais de la danse, surtout pas de l'aviron, non, non. Et puis, au final, au bout d'un an, il m'a eu et c'est vraiment le groupe, on était 4 filles, à peu près du même niveau. On faisait un 4 au championnat de France. Donc pour moi, c'était incroyable d'aller au championnat de France. Donc minime, j'avais, c'est ça, 13 ou 14 ans, je me rappelle plus bien. Et c'était pour moi une expérience incroyable de vivre ça avec d'autres filles en compétition. Alors que j'avais déjà fait de la compétition, mais en Australie, en natation et en athlé. Donc c'était vraiment des sports plutôt individuels. Et là, de vivre avec l'équipe, en fait, pour l'équipage. J'ai d'ailleurs dû faire le choix d'arrêter la danse pour l'aviron parce que mon examen pour passer au conservatoire dans le niveau supérieur était pendant les championnats de France. Donc, j'ai dû faire le choix entre la danse et l'aviron. Et comme à l'aviron, j'avais l'équipage qui comptait sur moi, je pouvais pas laisser tomber les filles, quoi. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon choix. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai toujours été un peu naturellement forte physiquement. Même en Australie, quand je faisais la natation, j'ai gagné ma première course avec des longueurs et les longueurs d'avance. Et on s'est dit, ah tiens, en fait, peut-être que je suis faite pour faire du sport. J'avais déjà des muscles, j'étais déjà dessinée alors que j'avais 10 ans. Voilà, c'est aussi la génétique et c'est un peu ma chance. Parce que mes parents ont fait un peu de sport, mais pas du tout en compétition et pas du tout à haut niveau. Donc c'était vraiment quelque chose que j'ai appris à maîtriser au fur et à mesure. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis que je suis toute petite, en tout cas pour la compétition. Et du coup, est-ce que la transition a été assez difficile parce que c'est des domaines qui peuvent paraître à l'opposé? Donc oui, la transition a été très difficile parce que la danse, j'en avais fait vraiment quasiment toute ma vie, depuis que j'étais toute petite, j'adorais ça, mais je sentais aussi que je commençais à devenir un peu trop lourde pour la danse. J'étais trop musclée, c'était de plus en plus compliqué en plus de le faire en même temps que l'aviron. Et j'adorais le côté compétition en fait à l'aviron. Donc oui, ça a été très dur d'arrêter la danse parce que c'était pour moi une grande page qui se tournait, mais en même temps, voilà, j'ai retrouvé autre chose à côté. Et ouais, moi, je sais que j'ai fait le bon choix. D'accord, donc t'es vraiment satisfaite de ton choix. Et du coup, t'es rameuse, c'est ça? Oui, on dit une rameuse, pas une avironneuse, c'est une rameuse. D'accord, donc, je suis une rameuse. D'accord. Et tu as souligné quelque chose qui m'intéresse personnellement parce que j'ai une grande passion pour les langues étrangères et tu as dit que tu as vécu notamment en Australie et au Japon et du coup, est-ce que tu as appris, je pense que tu parles anglais, est-ce que tu as appris aussi le japonais? Alors, quand j'étais petite, j'étais à l'école japonaise avec ma sœur et donc on jouait en japonais toutes les deux. Et puis, mon frère, c'est différent parce qu'il est né après, mais toutes les deux, on a appris à parler japonais, français et anglais en même temps. Puisqu'on a appris le japonais à l'école, l'anglais avec mon père et le français avec ma mère. Et donc, en fait, on a une vidéo, on est en train de jouer sous la table en japonais. Il y a ma mère qui arrive, on lui répond en français. Il y a mon père qui arrive, on lui répond en anglais. Et là, on se dit, c'est vraiment merveilleux, les enfants, ça apprend tout facilement et c'est incroyable. Et en fait, on arrive en Australie, il fallait que je me concentre sur l'anglais pour l'école, en fait. Donc, j'avais 5 ans, 6 ans. On apprenait à lire et à écrire. Donc, je faisais tout en anglais. Et comme mon père, naturellement, me parle en anglais, pas en japonais, j'ai perdu le japonais. Et en Australie, la deuxième langue qu'on apprend à l'école, c'est le français. Et ensuite, j'avais le choix entre mandarin et japonais. Et donc, on m'a dit, prends japonais, tu vas voir, ça va revenir tout seul, c'est sûr, c'est dans une petite case dans ta tête. Et en fait, pas du tout. Il y a rien qui est revenu du tout. J'ai même tout oublié ce que j'avais réappris en japonais à cette époque-là. Maintenant, j'ai juste les mots qu'on dit facilement à la maison. Itadakimasu, bon appétit. Voilà, les trucs qui sont restés un peu dans la culture chez moi, mais c'est tout. Dommage. Donc non, c'est pas resté. Et c'est très dommage parce qu'une langue rare en plus, ça va être, ouais. Je pense que le japonais, tous ceux qui nous écoutent et qui apprennent le japonais justement, parce que je sais qu'il y en a, seraient bien contents d'être nés justement avec le japonais, donc ça c'est dommage de l'avoir oublié. Mais c'est pas grave, après rien n'est perdu. Après, au moins j'ai eu la culture et tout ça c'est resté. Ouais aussi, ça devait être une super expérience aussi. Ouais. Pour revenir au sport, j'aimerais te poser une question. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'assez difficile, avec beaucoup de pression, etc. Et je voudrais savoir un peu les difficultés que tu as eues justement dans ta carrière de rameuse. Alors, en fait, ma difficulté, je me suis rendu compte par la suite, c'était un peu d'avoir été forte facilement parce que j'avais justement la chance d'avoir des bons gènes qui faisaient que j'étais musclée, assez forte et puissante naturellement pour mon âge en fin d'adolescence, quoi.
Donc 15, 16 ans, 17 ans, c'était assez facile pour moi d'être forte, mais juste naturellement en fait, donc j'avais pas besoin de mettre du travail. Oui, je m'entraînais, mais j'avais pas besoin d'aller chercher comme certaines, on s'en est rendu compte plus tard en en parlant avec d'autres rameuses en équipe de France, souvent les petites, parce que je suis plutôt grande de taille, je suis 1m78, mais à l'aviron c'est à peu près normal, enfin toutes les rameuses font à peu près 1m80, et il y en a qui font 1m70. Et en fait, ces rameuses-là, souvent, elles ont dû plus aller chercher la performance, donc en passant par le niveau mental aussi, en passant par plus d'envie, plus de motivation à aller chercher les plus grandes rameuses qui, elles, avançaient naturellement plus vite par leur taille, en fait. Un âge où, voilà, autour de 15-16 ans, c'est beaucoup les qualités physiques qui vont prendre le dessus, alors qu'après, l'aviron, c'est un sport très, très technique. Donc, les rameuses plus petites ont dû plus développer leur technique plus tôt et aussi leur mental. Parce que pour pallier un peu au déficit d'amplitude et de force physique qu'elles n'avaient pas. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'à 18 ans, je savais plus trop si je voulais faire de l'aviron en pas, parce qu'en course, plus le niveau augmentait, en fait, au fur et à mesure des années, plus je me retrouvais en difficulté en course. Et du coup, je commençais à me dire, mais en fait, je suis nulle, j'arrive pas à me battre, ça se trouve, je suis pas faite pour ça, j'ai l'impression de souffrir plus que les autres ou de pas réussir à pallier à la douleur, en fait, à ce sentiment de douleur et de je suis épuisée, je veux juste m'arrêter, et j'avais pas un peu cette motivation profonde comme certaines autres qui ont dû le développer plus tôt. Et en fait, une des plus grosses difficultés pour moi, c'est qu'à l'aviron, c'est culturellement installé que le fait que si tu as besoin de préparation mentale, ça veut dire que tu es faible. Et à l'aviron, on peut pas être faible. Donc, il n'y a pas de préparation mentale. Et pour moi, c'était une honte, en fait, de ressentir ça, de me dire en course, je suis la seule à avoir des doutes, je suis la seule à avoir des moments où je lâche, où je me sens pas forte du début à la fin d'une course. Donc, en aviron aussi, pour expliquer, c'est des courses de 2000 mètres. Donc, ça dure à peu près 7 minutes. Donc, on est entre l'aérobie, l'anaérobie, voilà. Donc, c'est assez lactique comme sport. Donc, ça brûle les jambes, ça brûle le ventre, ça brûle les bras, les poumons, tout. Et donc, c'est un sport très intense qui demande vraiment d'aller puiser dans ses ressources et qui demande des grandes qualités mentales aussi. Oui, comme tous les sports d'endurance, et en plus, c'est un sport d'endurance et de sprint. Donc, il y a les deux. Je me suis retrouvée à 18 ans, en fait, en me disant, ça se trouve, je suis juste pas faite pour ce sport, puisque apparemment, il faut être fort mentalement. Moi, je suis pas forte mentalement, je suis nulle. Enfin, voilà, je me sentais vraiment nulle et tout. Et c'est quelque chose j'ai quand même réussi à continuer une carrière internationale en ramant en équipe de France, parce que j'étais à peu près dans les meilleurs, mais j'ai jamais réussi à me qualifier pour les Jeux Olympiques. J'ai jamais réussi à passer le cap qui faisait que j'étais vraiment dans les 4 meilleurs. Et donc, en fait, c'est à partir du moment où j'ai vraiment eu un blocage en course une fois en tant que senior, donc il y a 2 ans maintenant, où je me suis donc à mi-parcours, je me suis quasiment arrêtée, en fait. Donc j'ai tout lâché, j'ai arrêté de me battre. Et là, je me disais, ah ouais, mais donc en fait, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis super longtemps. Je disais, mais je vais vraiment arrêter l'aviron à cause de ça, c'est pas possible. Je suis sûre que c'est quelque chose qui se travaille. En plus, j'ai fait STAPS, donc je sais que la préparation mentale, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est juste que pendant toute ma carrière et toute ma vie à l'aviron, c'était un peu tabou. On se disait, non, je vais pas faire appel à un préparateur mental. Je suis pas faible, je veux pas être faible. Et donc, je me battais un peu tout le temps contre ces idées reçues-là. Et donc, j'ai commencé à faire un travail en psycho, à être suivie par un psy et avec une sophrologue. Et j'ai réussi à débloquer mon blocage en faisant de la prépa mentale avec la sophrologue. D'accord, et c'est justement en fait parce que t'avais, comme tu le disais, t'avais vraiment les capacités physiques, c'était vraiment le mental qui t'empêchait, t'avais un peu atteint un plateau comme on dit, et qui t'empêchait d'aller encore plus loin. En fait, j'avais jamais eu à le travailler avant, j'avais jamais eu à le stimuler avant, et du coup, je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué en étant plus jeune, et j'ai dû le travailler
plus tard en fait. Et est-ce que maintenant c'est encore quelque chose de très tabou dans l'aviron justement ou dans le sport en général de parler du mental, où ça se développe de plus en plus? Je trouve que c'est quelque chose d'assez entre athlètes en tout cas. Si on n'est pas proche, si c'est pas mes amis, je vais avoir du mal à leur dire ah bah ouais moi sur cette course-là j'ai eu des doutes à ce moment-là quoi. Et on a l'impression que tout le monde est hyper fort, hyper combatif du début à la fin d'une course, et alors que c'est faux. Et justement quand j'ai eu ces problèmes-là, j'ai commencé à en parler avec mes amis parce qu'avant on n'en parlait pas, c'était encore très tabou. Et en fait je me suis rendu compte que tout le monde en avait des doutes. Tout le monde, tout le temps, même les plus grands champions. Et donc c'est pas parce qu'on a des doutes en course qu'on est faible ou qu'on n'est pas fait pour ce sport-là, ou que voilà il faut changer quoi que ce soit. C'est juste que ça se travaille. Et il faut aussi accepter que c'est normal. Maintenant c'est toujours tabou. Et c'est justement en train de changer. Et maintenant il y a par exemple une psychologue qui vient de travailler avec nous en stage pour travailler avec les entraîneurs, mais aussi avec les athlètes. Donc ça, c'est pas vraiment de la préparation mentale, mais c'est voilà une psychologue qui va aider aussi dans la communication, dans les relations interpersonnelles, sur plein de choses aussi, sur la dynamique du groupe, etc. Mais aussi, il y a une préparatrice mentale maintenant qui est à notre disposition, et on nous a proposé d'aller la voir. Donc ça change, les mentalités changent, et voilà, on commence à voir un peu des choses un peu plus normales qui se passent, et de se dire que le mental est un facteur énorme dans notre performance, et que oui, ça se travaille, que c'est pas juste des qualités innées. Et toi, est-ce que tu aimerais un peu se développer ce côté mental aussi, justement avec ton entreprise de coaching sportif? Oui, je suis ravie que tu en parles, parce que justement, donc ma boîte, j'aimerais bien la développer autour de 3 points en fait. Donc c'est du coaching physique, mais pour moi c'est tellement lié au mental, parce que maintenant, on va pas se le cacher, tout le monde veut faire du sport parce que pour sa santé, mais aussi beaucoup pour ressembler à quelque chose qui est un peu induit par tous les médias. Et donc, la culture Instagram. Voilà, c'est ça. Et donc, ressembler à toutes ces filles Instagram qu'on voit en bikini sur la plage, qui sont magnifiques. Il n'y a pas de cellulite, il n'y a pas de forme. Voilà, c'est ça. Et maintenant, inconsciemment, tout le monde a un peu intégré ça depuis des années et des années. Ça commence à changer tout doucement, parce qu'il y a de plus en plus de marques maintenant qui commencent à intégrer des femmes plus normales, avec plus de forme, etc. Mais c'est encore quand même très ancré que tout le monde fait du sport pour être beau. Et donc moi, ce que j'aimerais vraiment développer avec mon entreprise, c'est faire du coaching sportif, oui, mais en même temps faire un peu de l'éducation sur pourquoi notre corps il est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a des formes, et pourquoi est-ce qu'on veut le changer absolument. Juste une prise de conscience par rapport à je vois des images de magazines de femmes filiformes depuis que je suis née, donc je réfléchis comme ça. Déjà, cette première prise de conscience, elle est super importante. Et ensuite, à partir de là, juste apprendre à aimer son corps comme il est, et travailler plus sur la notion de santé et de mon corps est capable de faire ça, je suis capable de soulever mes 3 packs d'eau toute seule et j'ai pas besoin d'un mec pour venir m'aider à porter les courses, parce que je suis forte, parce que je m'entraîne et que je développe de la force, de la puissance, et que je suis capable de courir sans être essoufflée pour rattraper le bus, je suis capable de faire plein de choses toute seule de manière autonome, et je suis forte. Et en plus, ça fait se sentir bien plus confiante. Et pour moi, c'est vraiment ce côté-là que je veux développer, et ce tout, en fait. C'est vraiment le lien entre le physique et le mental. D'accord, ce qui est vraiment important justement. Et tu es un peu, j'ai vu, je crois que c'était sur Insta, je sais plus, j'ai vu sur internet en recherchant un peu, parce que j'aime un peu connaître un peu mieux mes invités avant de les interroger, que tu avais un peu un slogan, c'était s'aimer avant de pouvoir se changer. Ouais, c'est ça, exactement, parce que tout le monde veut changer pour ressembler à quelque chose, mais en fait pour moi le principal c'est déjà apprendre à aimer son corps comme il est maintenant au jour J, parce que c'est comme ça qu'on est, on en a qu'un de corps et il est comme ça, c'est tout. Et après, si on veut le changer, oui, je suis pas contre, bien sûr, je comprends qu'on se sent mieux avec 3 kilos en moins, et moi aussi c'est pareil, mais il y a déjà juste une prise de conscience de se dire ok, pourquoi est-ce que je veux changer. Et quand c'est orienté sur la santé, pour moi il y a aucun souci, mais si on se torture l'esprit à longueur de journée alors
qu'au fond, on peut s'aimer comme ça. Pour moi, c'est vraiment dommage. Il y a tellement de femmes qui se torturent l'esprit pour 2 kilos qu'elles pensent être en trop, alors qu'ils ne le sont pas, et que c'est juste être en bonne santé et dans un corps voilà, qui fait tout ce qu'il a besoin de faire sans avoir de handicap, sans être, voilà, et juste apprendre à aimer son corps avant de vouloir le changer. Pour moi, c'est le point de départ. Et pas forcément le changer par rapport à une image qu'on nous donne, parce que je sais que c'est un gros problème, il y a des extrêmes. J'avais eu, justement, il y avait une mode, là, c'était il y a 1 ou 2 ans, justement, pour les filles, de pas avoir les cuisses qui se touchaient entre les jambes quand tu m'as. Alors du coup, t'avais des exercices spéciaux, des gens qui faisaient de la chirurgie, juste pour un peu transformer le corps par rapport à cette mode. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux, je trouve, et extrême. Mais maintenant, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça se développe de plus en plus le fait maintenant tout le monde veut des fesses. Donc déjà, c'est mieux parce que ça veut dire qu'il faut construire du muscle. Donc voilà, c'est dans une optique, moi, déjà, qui me va un peu mieux parce que il faut s'entraîner pour construire le corps qu'on veut et pas juste ne pas manger ou perdre des calories pour ne pas prendre de poids. Enfin, pour moi, ça c'est juste à l'encontre de la santé, mais au plus haut point, quoi. Et donc voilà, vouloir prendre du muscle maintenant, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus développé, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France et en Europe pour l'instant, mais c'est quand même, ça se développe de plus en plus. Donc pour moi, quand ça va dans cette optique-là, pour moi, c'est une bonne chose. Et justement, en tant que toi qui est une athlète de haut niveau et assez musclée, je pense par rapport à l'image de la femme et de la féminité, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de tabou un peu ou... C'est encore très difficile d'être une femme, enfin très difficile, hein, on n'exagère pas non plus, mais difficile d'être une femme musclée en France. Par exemple, moi je suis assez dessinée, donc je suis assez sèche du haut du corps, donc on voit mes muscles si je suis en débardeur. Pendant des années, j'osais pas me mettre en débardeur ou en robe à fines bretelles parce que je détestais montrer mes muscles, mes bras. Et maintenant, justement, par les réseaux sociaux, avec le mouvement de positivité corporelle, donc c'est le body positivity en anglais, ça m'a moi personnellement beaucoup aidé juste à accepter mon corps comme il est et à l'aimer. Et donc maintenant je suis fière de mes muscles. Donc maintenant j'ai aucun problème et pour moi féminité et sport de haut niveau vont très bien ensemble parce que la féminité c'est chacun se l'approprie à sa manière aussi. C'est pas forcément être super maquillée et vouloir plaire aux hommes. C'est pas ça la féminité. La féminité c'est être une femme. Donc c'est se sentir femme. C'est quelque chose de très personnel. Pour moi, ça va être pas des choses qui vont du tout à l'encontre l'une de l'autre, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à changer dans les mentalités, parce que tout le monde, moi, va me dire, si on me voit dans la rue, ah, mais non, si on me voit en tenue de sport, en tout cas, on va, la plupart du temps, me dire que je suis trop musclée. Ou les gens me le diront pas, mais ils le penseront. Ou alors, sinon, j'ai pas mal de remarques dans les transports en commun. Oh là là, qu'est-ce que t'as des cuisses? Oh là là, t'as des trapèzes. Oh, tu fais quoi comme sport et tout? Et j'ai pas forcément envie qu'on me parle de mon corps, quoi. Je me rends compte que c'est pour eux, c'est plus un compliment, ou alors c'est juste qu'ils sont surpris. Mais est-ce que quand tu vois quelqu'un d'obèse, tu vas lui dire qu'il est obèse? Non. Est-ce que quand tu vois quelqu'un de maigre, tu vas lui dire qu'il est maigre? Non. Enfin, c'est juste, voilà, c'est parce que ça surprend encore beaucoup les gens, puisque c'est pas très développé, quoi, en Europe. Beaucoup plus aux États-Unis maintenant, notamment le mouvement du CrossFit, qui moi m'a beaucoup aidé à être fière de mon corps, parce que au CrossFit, avoir des cuisses, c'est waouh, tout le monde adore et tout le monde adore les femmes musclées au CrossFit. Donc de rentrer dans une norme aussi, je suis assez dans la norme du CrossFit, c'est aussi quelque chose qui m'a aidée. Mais c'est pareil, c'est parce que je suis rentrée dans une norme, alors que ça devrait pas être pour ça. Ça devrait être juste parce que je suis moi et voilà. Et ouais, je pense que ça change un peu quand même les mentalités, justement, comme tu le dis, avec la culture du CrossFit, où on voit plus de gens de plus en plus musclés, etc. Ouais. Donc je pense que ça s'arrange de plus en plus. Je pense qu'il était beaucoup plus dur encore 20 ans en arrière d'être une femme musclée que maintenant. Même si c'est difficile maintenant, je pense que c'est quand même un peu plus facile qu'avant. Ah oui, c'est sûr, mais je le vois avec toutes mes copines à l'aviron. On est plusieurs à avoir des physiques naturellement, à naturellement prendre du muscle et être dessinées. Toutes pendant notre enfance, c'était plus compliqué, mais maintenant ça va bien mieux. Et ça se voit sur les réseaux sociaux, c'est énorme. L'impact aussi des réseaux sociaux sur l'image corporelle et transformer justement de vouloir d'être maigre, qui était avant la très grande mode, maintenant ça se transforme quand même bien plus en être en bonne santé, avec tout ce qui est la nutrition, être végane, sans gluten, etc., les modes du moment.
qui vont de pair avec vouloir être un peu plus musclé, prendre un peu de fesses, de cuisses, d'être un peu plus dessiné des bras, des abdos. Voilà, ça commence quand même à être plus intégré. D'accord. Justement, tu as souligné quelque chose de très important dans le sport et les performances physiques de manière plus générale, c'est le poids de l'alimentation. Alors je suppose que tu suis un régime particulier quand on est athlète, voilà. Est-ce que tu pourrais un petit peu en parler de ça? Alors, oui, à l'Aviron, on est venu à la nutrition assez tard, je trouve. Même le sport de haut niveau en France est pas très très pointilleux sur la nutrition. Pour moi, le sport qui s'y est le plus intéressé et de la meilleure manière qui soit, c'est le CrossFit. Parce que donc en fait, maintenant on commence à parler de macronutrition et donc on ne parle plus de calories en fait. Comment dire, à l'Aviron, on n'avait pas besoin. J'ai pas de catégorie de poids, donc je peux faire le poids que je veux. Et plus je suis lourde, enfin plus j'ai de muscles, mieux c'est. Mais il faut pas que je transporte non plus trop de surplus parce que je suis quand même dans un sport où je suis portée et je dois porter mon poids, en plus du poids de mon bateau et de l'équipage. Donc voilà, faut pas trop prendre non plus, mais on nous disait pas vraiment qu'il fallait qu'on perde du poids. Enfin voilà, c'était quand même assez libre. Mais moi, je me suis intéressée plus à la nutrition, notamment avec le CrossFit, où en fait, on se rend compte que on fait du sport, donc on crée de l'acidité dans notre corps, et que par la nutrition, on peut réduire cette acidité en ingérant plus d'antioxydants. Il y a plein de petites choses qu'on peut intégrer au quotidien. Par exemple, ma routine, c'est le matin, c'est du jus de citron dans un verre d'eau tiède. Dans mon bol d'avoine, je prends des amandes, des noisettes, des graines de chia et voilà, du lait de soja. J'ai changé quelque chose, mais j'ai pas non plus changé toute mon alimentation parce que j'ai toujours mangé très varié, j'ai toujours aimé, de tout. Donc voilà, j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus, mais c'est vrai que juste de s'intéresser un peu plus à la qualité des produits qu'on mange, voilà, c'est plus ça un peu le changement qu'on fait aujourd'hui dans le sport, et aussi le fait qu'on a intégré pas mal. Maintenant, c'est quasiment systématique qu'on mange quelque chose tout de suite après l'entraînement. Parce qu'en fait, ça permet de recréer le stock d'énergie sans prendre de poids, parce que la nourriture va tout de suite être ingérée par les stocks des muscles, en fait, et tout de suite aller dans le système digestif pour la récupération. Et moi, j'ai une question plus personnelle, qui m'intéresse plus personnellement, parce que moi, je suis végétarien. Ouais. Et je voulais savoir justement, est-ce qu'on peut devenir athlète ou avoir de bonnes performances physiques tout en étant végétarien ou vegan? Oui, bien sûr. Justement, moi, j'aimerais bien essayer tester un régime végétarien ou vegan pendant un certain temps pour voir si je ressens des différences sur mon corps, parce que la viande, c'est très acide. Et justement, par rapport à l'acidité du corps, c'est ce qui est le plus important dans le sport de haut niveau, c'est de revenir à un niveau basique, donc réduire l'acidité du corps. Et donc oui, toutes les protéines se trouvent dans les végétaux et dans tous les produits, les lentilles, les légumineuses, tout ça. Plein de choses sont pleines de protéines, plein de produits sont plein de protéines, sans que ce soit des protéines animales. Et c'est des substituts qui sont parfaits pour le haut niveau. Donc, je pense que c'est vraiment compatible, notamment parce que je vois des athlètes du CrossFit qui sont des athlètes incroyables, qui s'en sortent très bien sans protéines animales. Donc ça fonctionne, ça. Ouais. C'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. Et est-ce que tu aurais des conseils pour nos éditeurs, justement, nos auditeurs qui peuvent être un peu sportifs, justement, pour améliorer leur performance sportive? Moi, je pense que le premier point pour améliorer ses performances sportives, donc déjà, c'est d'être bien rigoureux dans son entraînement. C'est vraiment de se fixer des objectifs avec un planning auquel on se tient. Et ça va aider. Sur le côté mental aussi, de se dire voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis prêt pour différentes échéances, des compétitions, que ce soit en course à pied, en 10 km, ou que ce soit un match de basket ou quoi. Et déjà se sentir prêt. Et puis ensuite, pour moi, je pense que vraiment, parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi personnellement, que le côté mental, j'ai eu un déclic énorme aussi en passant par un travail de sophrologie. Donc j'ai fait beaucoup de visualisation.
Et aussi pour c'était un peu le côté rassurant de me dire je sais ce qui va se passer, je suis en contrôle de ce qui se passe. Et je pense vraiment que de travailler soit avec une préparatrice mentale, soit avec de la sophrologie ou de la méditation, je pense que c'est vraiment des moyens qui peuvent vraiment aider sur la performance sportive, mais de tout type de performance sportive. Que ce soit juste un 10 km qu'on s'est dit, allez, c'est mon petit objectif de l'année, je veux faire ça cette année, je me donne un objectif de temps. Et je pense qu'aussi, pas forcément prendre une préparatrice mentale si on a juste une course sur l'année, mais aller voir sur internet ce qui peut se faire, aller voir sur Stronger You FR, donc c'est ma boîte, où je vais donner des petits conseils aussi sur quelque chose de plus précis, je sais pas exactement, mais déjà de prendre la chose la plus importante, c'est de prendre conscience qu'on est capable de le faire en fait. C'est déjà ça le point de départ, d'avoir de renforcer sa confiance en soi. Et pour moi, ce qui a le mieux fonctionné, c'est vraiment de me rappeler, de se recentrer sur sa motivation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à la base ? C'est quoi qu'on aime là-dedans ? Et c'est quoi qu'on va chercher ? Ça peut être quelqu'un qu'on veut impressionner, ça peut être parce qu'on veut se prouver quelque chose à soi-même ou à quelqu'un d'autre, mais mettre le point, vraiment se mettre le doigt sur c'est quoi qui me fait que je veux faire ça, c'est quoi ma motivation profonde. Je pense que c'est le meilleur point pour améliorer sa performance. D'accord, super. Merci Alice pour ces quelques conseils. Et j'aimerais un petit peu dévier parce que tu as été connue, c'était il y a quelques années pour avoir fait une émission de télé-réalité. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience ? Parce qu'en fait, Alice, elle a participé à l'émission de télé-réalité Game of Love. En fait, la règle, c'est qu'il y a plusieurs couples qui se retrouvent sur une île et personne ne sait qu'ils sont en couple. Et du coup, on doit reconnaître qui est avec qui. Oui, c'était l'année dernière. Enfin, ça a été diffusé l'année dernière. Oui, c'est ça, il y a 1 an exactement. Eh bien, c'était une expérience surprenante parce que je ne me destinais pas à faire de la télé-réalité. En fait, j'étais avec mon copain, on a été castés par un ami en commun avec la casteuse de l'émission pour faire une émission qui est passée sur Énergie 12. Ça a été une très bonne expérience parce que j'ai découvert justement le monde de la télé. On était entouré d'une équipe de 60 techniciens, donc caméramans, toute l'équipe ingé son. C'est un travail énorme derrière, donc déjà de découvrir tout ça pour moi c'était génial. Et puis on était au Mexique pendant 1 mois, donc je vais pas me plaindre, c'était même un petit job d'été qui était assez sympa. Ça m'a surtout permis de découvrir un monde différent. Ensuite aussi, ça m'a permis de gagner quelques followers sur Instagram. Donc, c'est vrai que maintenant, Instagram, c'est une plateforme qui peut devenir une plateforme de business, quoi. Donc, surtout quand on est dans le domaine du sport et du fitness, etc. Ouais. Et pour moi, c'est une porte d'entrée sur des petits boulots ou des opportunités qui peuvent un peu m'aider financièrement parce que on n'est pas sportif professionnel à l'Aviron en France, donc je cherche aussi les moyens pour essayer d'arrondir les fins de mois et de m'aider de ce côté-là. Mais après, c'est beaucoup de travail aussi Instagram. Donc, mais au moins, j'ai eu l'opportunité par cette télé-réalité au moins d'avoir la possibilité de, si je veux et si je peux mettre le travail qu'il faut sur Instagram, un peu trouver des opportunités pour développer ma boîte aussi, parce que c'est une création d'un réseau énorme aussi. Juste, j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur Instagram, c'est pas énorme par rapport à d'autres stars de la télé-réalité. Nous, ça a vraiment pas marché. Mais c'est très bien. Notre émission c'est très bien. N'a pas marché du tout et ça me dérange pas du tout. Non, c'était à assez petite échelle quand même. En fait, on n'était pas assez. J'ai accepté de faire cette télé-réalité parce que les producteurs nous ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose de différent, sans script préécrit à l'avance, sans scénario préétabli. Donc quelque chose d'assez naturel en fait. On était libre et c'était un jeu et avec des personnes. Eux m'avaient promis que je m'entendrais bien avec la plupart des personnes qui seraient là, parce que j'avais peur je me voyais pas du tout dans le monde de la télé-réalité
que moi j'ai pu regarder, notamment en stage avec les filles à l'entraînement, je me voyais pas avec des personnes comme ça au quotidien en fait. Et c'est vrai, j'ai eu raison de faire confiance aux producteurs qui sont des personnes super et qui ont vraiment essayé d'amener une autre face de la télé-réalité à la télé française, mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas assez d'histoire, il n'y a pas assez d'embrouilles, il n'y a pas assez de clash. D'accord. Donc la télé-réalité gentille ne fonctionne pas. Mais ouais, c'était une super expérience aussi parce que financièrement, j'ai gagné à la fin avec. D'accord, super, avec félicitations. Et du coup, merci. et j'ai bien aimé parce que j'ai gagné parce que parce que j'ai réussi, je sais pas comment dire, mais en gros, j'ai gagné en étant fair play. Et voilà, sans faire de magouille, sans devoir mentir à tout le monde, sans essayer de retourner le cerveau de tout le monde. Donc, ouais, j'étais assez contente. Les gens ont voté pour nous parce qu'ils nous aimaient bien. Et donc, il y avait un peu une petite morale à la fin de notre histoire. C'était joli, quoi, pour de la télé-réalité, quoi. Et justement, est-ce que tu penses que le monde de la compétition sportive t'a aidé justement à gagner cette émission de télé-réalité? C'est-à-dire résister à la pression, à la compétition, etc. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé là, mais la compétition, c'est sûr, je sais gérer la pression, je sais voilà, rester calme, garder voilà tous mes moyens quand il le faut, quoi, au moment opportun. Et oui, toutes les semaines, on était quasiment sûr de se faire éliminer, et puis on s'accrochait et on essayait de trouver une stratégie pour voilà un peu se faufiler entre les mailles du filet à chaque fois, et puis ça a fonctionné. Mais c'est aussi un peu par les qualités sociales de mon copain aussi, et puis parce que je m'entendais bien avec les gens. C'est aussi parce qu'on a créé des liens. Voilà, c'est pas. Oui, j'ai réussi à résister à la pression. J'ai pas tout lâché en me disant non, ça y est, c'est fini, j'en peux plus, parce que c'était dur. En fait, on devait cacher le fait qu'on était en couple. Et donc oui, c'était très dur, même au niveau émotionnel. Je suis quelqu'un de très sensible en plus, donc j'avais du mal à ne pas pleurer. Voilà. Il fallait que je m'isole un peu de temps en temps, mais voilà, c'était ça va, on a bien résisté à la pression, mais c'est pas juste par le sport de haut niveau qu'on a gagné, je pense. Après, peut-être que le sport de haut niveau permet aussi de développer des qualités sociales plus que si j'en avais pas fait, parce qu'on est en équipage, parce qu'on est tout le temps en stage, donc quasiment 2 semaines par mois, je vis au quotidien avec les filles avec qui je m'entraîne, avec qui je suis en compétition pour les sélections, mais avec qui aussi je vais faire les équipages à la fin de l'année. Donc c'est des relations aussi qui sont un peu parfois compliquées, mais justement ça crée des bonnes compétences sociales, je dirais. Super. Et de manière plus générale, qu'est-ce que le sport t'a apporté dans ta vie? Le sport m'a apporté beaucoup de rigueur dans ma vie, voilà, savoir me tenir à un programme, à une planification, à un objectif, surtout un objectif à très long terme, parce qu'on s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. On s'entraîne à peu près 20-25 heures par semaine, ça dépend des semaines. En plus des entraînements, donc ça demande beaucoup d'organisation. J'ai appris à voilà, mettre des objectifs hauts, que ce soit sur les résultats en compétition, mais aussi sur l'organisation de ma semaine. C'est rare que je suis obligée de refuser certaines choses, des sorties, etc. Mais j'essaye vraiment d'arriver à tout caler dans ma semaine. Et donc ça aussi, c'est chaque semaine, c'est un peu, j'ai mon objectif. Ok, il faut que j'arrive à faire tout ça. Et déjà ça au quotidien, de se dire, ok, là j'ai mon planning, je m'y tiens. Et ça, c'est une rigueur qui va vraiment me servir dans la vie. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis par le sport de haut niveau. Ça m'a aussi aidé à prendre confiance en moi et à me rendre compte que c'est pas parce que parfois je me sens faible ou que j'ai l'impression que les autres me voient faible que je le suis. Et ça, c'était vraiment une très grande leçon de vie pour moi. Super, super. Et ben merci Alice en tout cas d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu tes projets et où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, pour l'instant, donc je suis en formation, donc j'ai pas beaucoup le temps pour développer ma boîte. J'ai pas commencé à faire de coaching, mais vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc c'est @StrongerYou_FR. Donc StrongerYou, c'est StrongerYou_FR. Ça, c'est mon Instagram donc professionnel. Et sinon, mon Instagram personnel, c'est @alice.mayne, MAYNE. Voilà.
Je rappelle aux auditeurs que je mettrai tous ces liens dans le descriptif du podcast, donc vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour vous retrouver directement sur l'Instagram d'Alice. Et au niveau de peut-être que tu pourrais parler un peu de ta boîte Stronger You, donc c'est vraiment que du coaching, c'est ça? Coaching personnel ou j'aimerais beaucoup créer des cours collectifs. Notamment, il y a mon club d'aviron à Nogent-sur-Marne qui me prêterait la salle pour que je puisse faire des cours de collectif d'initiation à la musculation, de circuit training. Et puis, j'aimerais faire du yoga, du stretching, un peu d'haltérophilie, et que les filles aussi se sentent bien dans une salle de sport, dans une salle de fitness. Après, je veux pas m'orienter que sur le public féminin, bien sûr, je suis ouverte à coacher les mecs, il n'y a pas de souci. Et justement, je suis en formation pour m'améliorer là-dessus et devenir une bonne coach pour vous après, plus tard, dans Stronger You. Et pour l'instant, avec Stronger You, je suis vraiment sur le développement du réseau, que tout le monde sache, qu'on commence à en parler de plus en plus, et je vais essayer un peu de m'associer avec plusieurs marques. Là, en ce moment, avec Lululemon, c'est une marque de vêtements, donc avec la boutique à Paris, je vais sûrement aller faire 1 ou 2 cours dans leur boutique. Donc, je mettrai tout ça sur mes réseaux. Il n'y a pas de souci. Eh ben super, c'était super intéressant. Merci beaucoup Alice d'avoir pris le temps de participer à cette conversation. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai beaucoup appris parce que moi j'avoue que le sport c'est pas ma tasse de thé, mais ça donne envie de s'y mettre en tout cas. Donc c'est bien, c'est motivant. Ok, super, merci beaucoup à toi. Eh ben merci beaucoup Alice, et puis peut-être à une prochaine fois. Et bon courage dans tes projets. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible tout attaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.